La récupération de la motricité post-AVC robotique. Bienvenue au professeur Boyer du CHU de Reims qui se prépare. Vous avez soit le petit H... Attendez, il est peut-être coupé. On va le remettre en route si vous voulez bien. Est-ce que ça vous va comme ça? Parfait, merci. Donc... Oui, c'est bien. Donc merci à France AVC de m'avoir invité à cette journée formidablement bien organisée. Bien prêt si vous pouvez. Ça marche pas. Voilà. D'accord. Très bien, bien prêt. Donc merci aux précédents orateurs qui ont bien déchiffré la phase urgente et on m'a plutôt, moi, missionné sur la phase secondaire des concepts structurés de rééducation. Et c'est vrai que j'ai un sujet robotique dont on parlera. Et également beaucoup d'autres systèmes qui arrivent comme la télé-réadaptation, les jeux sérieux, un grand nombre de technologies, de la réalité virtuelle qui vont nous aider pour les programmes de rééducation, mais ça passe quand même par une structuration du cerveau en fait, du rééducateur mais aussi du patient, et ça passe par des évaluations. Donc c'était assez important je ne sais pas comment on passe les diapos, je demande alors. Donc on va passer encore. L'hôpital Sébastopol. Et en fait, il y a des changements de paradigme dans la rééducation, dans la neurorééducation, puisqu'il y a trois décennies environ, finalement, on était sur des principes plutôt neuroréflexes, comme les techniques de Bobat, Vodja, etc. Et sur j'allais dire, des enseignements où on disait, on va renforcer les mi-corps sains, ça va suppléer les mi-corps atteints. Donc on était vraiment sur de la rééducation, j'allais dire, attentiste, voire de compensation, mais très peu sur de la rééducation de restauration. Et en fait, c'est parti finalement des rééducateurs au départ qui disaient si je mets le bras dans telle position, ça réduit l'hyperactivité, le mouvement est plus fluide. Mais le problème, c'est que la rémanence de ces techniques, elle ne tient pas dans le temps. Et donc, il faut changer ces paradigmes et il faut se baser sur la science pour construire nos programmes de rééducation. Et bien sûr, toute la phase aiguë qui va préserver les réseaux neuronaux sera utile pour la récupération derrière. Diapositive. Donc les nouveaux fondements, il faut bien sûr les décrire. Et on appelle ça dans mes unités la thérapie modulaire, modulable, personnalisée, individualisée, qui est basée sur des fondements scientifiques avec une thérapie qui est structurée, des évaluations et un détail des traitements. Diapositive. Donc vous avez bien sûr le gros risque qui existe aussi chez nous en rééducation, c'est la récidive. Et on craint la récidive. Alors il y a des scores, ABC2, vous connaissez, qui nous permet de dépister un de nos patients qui malheureusement referait un AVC parce que le traitement n'est pas adapté ou pas assez fort. C'est possible, ça arrive. Et vous savez que par exemple dans un AVC hémorragique et non pas ischémique, le risque est très important dans le premier mois. Vous savez aussi que dans les AIC, vous avez un risque quand même de 10% à une semaine, 18% à un mois. Et bien sûr, si votre traitement est bien adapté, vous réduisez ce risque de 80%. Mais il y a toujours un risque de récidive. Diapositive. Les deuxièmes choses, c'est quand est-ce qu'il faut démarrer la rééducation. Il y a eu des études sur la rééducation very early, c'est-à-dire très très tôt, où on faisait de la rééducation des heures et des heures en UNVA. En fait, ce type de rééducation trop intense au début augmente le risque de complications. Donc il faut lever les patients 2 ou 3 fois par jour sur des séquences brèves, mais il ne faut pas les mobiliser dans tous les sens. Et donc il y a le problème de comment on démarre la rééducation. Elle sera progressive en fonction de la susceptibilité des complications et on va effectivement augmenter progressivement ces techniques. Mais ce qui couvre au tout début d'un AVC, c'est les complications de la dysphagie, la pneumopathie, la thromboembolie, les escarres, la complication de l'immobilité. Et donc il faudra effectivement essayer de réduire ces risques, puisque si le patient fait une
surcomplication avec son AVC, bien sûr, ça ira moins bien que s'il n'avait pas fait la complication. Donc il y a une médecine préventive, prédictive, et avec les bons soins au bon moment. Donc diapositive. Ensuite, effectivement, il y a un grand nombre de phénomènes qui sont décrits dans la science, comme le fait que lorsque vous avez une lésion d'un côté, ça va désinhiber certaines régions à distance de cette lésion. C'est ce qu'on appelle le diaskisis. Le diaskisis fait l'objet d'un certain nombre d'études, notamment, comme vous l'a dit notre collègue neurochirurgien de Créteil, on va pouvoir stimuler cette zone déconnectée de la lésion par de l'électrostimulation. Il y a des études qui sortent, notamment dans le JAMA, il y a à peine 6 mois, 1 an, qui montrent que ça a un effet utile pour réactiver ces lésions qui sont déconnectées de la lésion, le diaskisis. Et puis, il y a d'autres systèmes, il y a de la réparation du cerveau qui est possible, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, cette plasticité cérébrale étant liée à l'activité et à l'utilisation fonctionnelle. Si vous n'utilisez pas, vous avez par contre une maladaptation, ce qu'on appelle l'apprentissage de l'inactivité. Donc en fait, le cerveau, il est capable de désapprendre comme il est capable d'apprendre. Donc, diapositive. Si vous regardez un cerveau sain, comme ce musicien international, en fait, il apprend parce qu'il répète son geste. Il répète son geste et, en fait, il a l'oreille pure du musicien. Il peut s'autocorriger lorsqu'il fait son mouvement. Donc, il va également corriger ses erreurs avec le positionnement de son poignet, son bras, son épaule, mais qui est totalement inconscient, tellement il a répété. Il est hyper adapté, en fait. C'est un hyper apprenant. Donc ça, c'est le musicien international. Et bien sûr, quand vous faites cette rééducation, vous voyez qu'il faut que le patient, par lui-même, s'autocorrige par son oreille, par sa vision, par sa sensation du membre. C'est ce qu'on appelle le feedback. Donc il y a la répétition, l'intensité, la rééducation qui doit être très répétée et hyper intense. Diapositive. Et donc, on sait que cette plasticité existe, on l'a prouvé par un grand nombre de travaux sur le cerveau sain, pour apprendre, comme tout le monde apprend tous les jours, mais aussi sur le cerveau lésé. Mais sur le cerveau lésé, il y a soit une récupération, soit des compensations. Et donc, nous, ce qu'on veut dans les programmes de rééducation intense, dans les centres hyper spécialisés, c'est plutôt se focaliser sur la restauration au maximum si on peut restaurer. Et puis, si on n'y arrive pas, effectivement, aller vers des méthodes de compensation. Et donc là, on vous a parlé de l'interface homme-machine qui est capable de commander un bras robotique par la pensée. Ça existe déjà, on sait le faire. Bon, c'est pas dans le commerce, c'est encore de la recherche, mais c'est des choses qu'on arrive à maîtriser déjà, l'interface homme-machine. Diapositive. Et donc, la question pour un rééducateur, c'est de restaurer la pénombre ischémique, c'est de récupérer toutes ces zones qui ont été déconnectées. En fait, quand vous avez une lésion du système neurologique, les lésions autour se mettent au repos, elles font grève, c'est la grève. Et donc, et elles déconnectent d'autres réseaux, et donc la rééducation sert à restaurer ces zones. Et donc, il y a ça, et puis il faut savoir que les réseaux neuronaux qui sont, et ça c'est la bonne nouvelle, les réseaux neuronaux qui habitent à côté de cette lésion sont capables de changer de fonction. Tout à l'heure, on vous a dit que les faisceaux sensitifs de la moelle pouvaient devenir des faisceaux moteurs. Pour le cerveau, c'est pareil, vous avez des réseaux neuronaux. Et si vous insistez sur une tâche, ces réseaux neuronaux vont pouvoir les reprendre en charge. C'est ce qu'on appelle la vicariance. Tout à l'heure, je vous ai parlé de diaskisis. Là, je vous parle de vicariance des réseaux neuronaux. Diapositive. Et donc aussi, cette plasticité est liée à l'entraînement. C'est lié à l'entraînement. Donc vous avez deux types de thérapies. En fait, il y avait les thérapies sur les habitudes. Ça, c'est le old fashion. Et maintenant, il y a le new fashion. Le new fashion, donc c'est des thérapies dirigées selon les preuves et les preuves scientifiques, et c'est la promotion aux autosoins, puisque vous l'avez compris, c'est une thérapie intense, c'est une thérapie difficile, c'est une thérapie de sportif de haut niveau, c'est une thérapie de musicien international. Donc il faut
y aller. Il faut faire de la rééducation de masse. Si vous le faites à petite échelle, une fois par semaine, ça c'est du pipi de chat. Ça ne marche pas. Diapositive. Donc le New Fashion, en fait, c'est lié à l'apprentissage moteur. Et donc, toute la question, en fait, et le pronostic de la récupération, c'est pas trop l'exécution motrice. L'exécution motrice, il suffit d'examiner le patient. Enfin, tout médecin non rééducateur comprendra que si un hémicorps ne bouge pas, il y a un problème d'exécution motrice. Et le problème, c'est pas trop l'exécution motrice qui est gênante. C'est comment le cerveau fonctionne pour apprendre. C'est-à-dire qu'il y a un disque dur à côté de l'exécution motrice qui permet d'apprendre de nouvelles tâches. Et le pronostic finalement de cet AVC, ça va être comment fonctionne ce disque dur plus que les voies d'exécution motrice. Et il va falloir faire la part des choses entre le disque dur d'apprentissage et l'exécution motrice. En fait, tout le monde se focalise sur l'exécution motrice, mais la grande question et le pronostic d'AVC, c'est est-ce que le patient va pouvoir apprendre et de quelle façon il va pouvoir apprendre. Diapositive. Donc on a des ingrédients. On connaît les ingrédients de l'apprentissage moteur. Il y a un grand nombre d'études qui a prouvé que les ingrédients de l'apprentissage moteur, ils étaient liés à 8 principes. Alors le problème, c'est qu'il y a peut-être une confusion entre les cerveaux sains et les cerveaux lésés. Et ça, il va falloir qu'on divise les choses. Et je suis persuadé qu'il y a des patients où on va devoir faire des techniques un peu différente avec une lésion du cerveau qu'avec d'autres. Et ça, effectivement, c'est l'intelligence artificielle, c'est le connectome, c'est la big data qui va nous renseigner sur tel type de lésion et on va faire plus de l'apprentissage implicite, une autre lésion, on va plus faire de l'apprentissage explicite. Et effectivement, ça, on va arriver avec des modèles prédictifs et des algorithmes pour savoir ce qu'il faut faire comme rééducation pour tel patient et pour tel individu. Donc pour revoir ces principes d'apprentissage, vous voyez que déjà il faut rééduquer, en tout cas proposer un exercice à un patient qui veut dire quelque chose pour lui. C'est-à-dire que si vous lui proposez un exercice qu'il n'a jamais fait dans sa vie, pour lui l'apprentissage c'est pas possible. Et pourquoi il me fait faire ça? J'en ai pas besoin moi. Donc il faut que ça soit déjà une tâche qui veut dire quelque chose pour lui. Et puis il faut que ça soit aussi un geste actif orienté vers une tâche qui lui paraît utile, mais rien que d'imaginer cette tâche fait travailler ces réseaux neuronaux d'apprentissage. Donc une tâche imaginée peut être un exercice. Une tâche observée peut être aussi, il manque un bout, peut être aussi une tâche à travailler. Et puis une tâche réalisée. Donc vous voyez que la tâche imaginée, observée sur un congénère ou sur un système informatique numérique ou une tâche réalisée vont déclencher en fait le travail de ces réseaux neuronaux. Et ensuite on va complexifier cette tâche parce que cette tâche, il ne faut pas que ça soit toujours la même tâche. Parce que ça ça marche pas. Le patient, il va s'essouffler, il va pas faire. Et donc, il faut varier les tâches, il faut complexifier les tâches. Et puis, et donc ça, en fait, le rééducateur qui connaît l'apprentissage moteur, il doit inventer des exercices qui puissent aller dans ces ingrédients. La focalisation externe de l'attention, alors ça, c'est plutôt explicite, mais on verra tout à l'heure que c'est critiquable probablement pour certains patients. Les répétitions, on en a parlé, il faut une quantité importante sur des tâches aléatoires plus que des tâches uniques. Et il faut que le patient puisse s'auto-corriger lui-même. Alors au début, le rééducateur, il est là pour corriger, mais l'objectif, c'est que le patient s'auto-corrige à la fin. Puisque s'il ne s'auto-corrige jamais, le patient, ça ne va pas marcher. Donc, vous avez aussi la motivation et la compétition et tout l'intérêt finalement du travail de groupe ou le travail en atelier, ou le travail, j'allais dire, en sport santé, c'est-à-dire le maintien des exercices dans des réseaux sociaux plutôt sportifs ou d'activité physique adaptée. Donc, diapositive. Vous avez des modulateurs, mais ça, c'est le rôle du docteur. L'électrostimulation, on en a parlé. La génétique, on sait qu'il y a des polymorphismes du BNDF. Vous savez que le BNDF, c'est une hormone qui est sécrétée par l'activité physique et qui améliore la plasticité. Mais certains patients ont des mutations sur ces gènes et sont moins répondeurs à la plasticité parce qu'ils ont une mutation du BNDF.
l'électrostimulation, on en a parlé, il y a des effets positifs. Et donc, vous voyez que l'apprentissage moteur, il peut être modulé par un certain nombre de choses et il peut être modulé négativement par des médicaments qui empêchent la plasticité cérébrale et donc il faut enlever ces médicaments. Diapositive. Donc la question, en fait, vous avez un patient hémiplégique, une personne AVC ou pas, qui a que des lésions sans atteinte motrice. Eh ben, le pronostic, c'est le processus cognitif actif du patient et notamment d'apprentissage. Et donc, il va falloir inventer des exercices pour ce patient de résolution de problèmes. Et il y a deux types d'exercices. Il y a des exercices dits implicites, inconscients, ou des exercices dits explicites. En gros, ça se traduit par des exercices où on cherche l'erreur ou des exercices où on va aider à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Si je traduis en termes techniques. Donc, diapositive. Et donc, si vous voulez que le patient fasse des tâches répétitives sans erreur, plutôt implicites, parce que vous décidez que le patient n'a pas une charge attentionnelle trop importante pour faire des exercices explicites avec plein de... En fait, juste pour vous résumer, vous apprenez à danser. Si vous commencez à se focaliser comment vous mettez votre pied, tout ça, vous n'y arrivez pas, quoi. Donc, il faut automatiser la chose, en fait. Et donc, l'implicite, c'est de l'automatisation. Et finalement, la robotique, elle nous sert à automatiser des mouvements répétitifs. Donc, juste pour vous redire, hein, l'apprentissage explicite, ça nécessite une charge attentionnelle importante et donc il faut que le patient puisse se concentrer sur la tâche. L'apprentissage explicite, c'est plutôt des gestes automatiques parce que depuis tout petit, vous avez appris à marcher, à faire du vélo, à conduire. Et donc, vous avez des programmes moteurs qui sont engrammés dans votre cerveau que vous déclenchez, en fait, qui sont automatiques. Et ça ne nécessite pas de charge attentionnelle. Et ça, c'est des types de rééducation qu'on dit implicites, qu'on dit stimulus-réponse. C'est-à-dire qu'on met un stimulus devant le patient pour qu'il fasse la tâche, parce que c'est automatique. Diapositive, ça part des ganglions de la base. En fait, les ganglions de la base, c'est plutôt de la motricité automatique, alors que le cortex, c'est plutôt, en fait, explicite, en fait. Donc, les ganglions de la base, ils ont des voies, en fait, d'apprentissage, notamment dans le striatum et le pallidum, que notre ami neurochirurgien vous a montré tout à l'heure. Et finalement, le gros problème du rééducateur, c'est est-ce que je choisis des programmes plutôt automatiques ou plutôt des programmes plutôt difficiles? Parce que les scientifiques nous disent qu'il faut passer par l'explicite pour pouvoir apprendre des nouvelles tâches en implicite. Mais en fait, les deux réseaux sont en parallèle, en fait. Diapositive. Et donc, pour résumer l'affaire, nous, ce qu'on voit chez notre patient et notre personne AVC, c'est une lésion de la voie exécutive de la motricité qui est en rouge. Ça, c'est ce qui est visible, c'est la partie visible de l'iceberg. Le problème, c'est qu'on ne voit pas comment ça fonctionne et comment ça apprend de l'autre côté, vous voyez, parce qu'il y a plein de boucles. En fait, vous avez plein de boucles pour que le patient puisse apprendre de nouvelles tâches. Et toute la question du rééducateur, c'est dans son évaluation, comment il fait pour savoir s'il va plutôt utiliser de l'apprentissage implicite, explicite, comment il construit son exercice pour qu'il y ait un apprentissage, et au bout de combien de temps il change si il voit que ça ne marche pas. Et donc, il y a un tas de guidances, mais je ne vais pas revenir sur les guidances. Et finalement, on a une prédiction aussi de la technique à avoir avant d'engager cette technique. Diapositive. Donc, par exemple, admettons qu'on ait un plan de soins en centre de rééducation spécialisé. Et donc, nous, globalement, à l'hôpital, on va nous envoyer les patients les plus lourds, puisqu'ils ne peuvent pas sortir à domicile. Et donc, ce patient, il va être en module 1. Vous voyez, module 1, ça veut dire qu'il arrive, il n'a pas de contrôle postural minimal, il tient peu assis, et il ne bouge pas du tout le bras, il ne bouge pas du tout la jambe. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, à l'époque, quand on n'était pas outillé de robotique, on dit bah ouais, on va le prendre, mais on va faire du nursing, quoi. Parce que j'ai pas de kiné pour faire marcher le patient, quoi. Alors, maintenant, c'est le robot. Voilà. Donc, voilà à quoi sert le robot. On va mettre le patient sur un robot. Puis après, on a des patients aussi qui arrivent avec un contrôle postural qui est un peu meilleur, un début de commande du membre inférieur. Et donc, bien sûr, on ne va pas avoir la même technique de rééducation sur ce patient module 1, 2, 3 ou 4. Donc, diapositive. Et puis, mon module 1, admettons que ce soit un patient qui a peu de contrôle, donc il a un gros déficit de sa voie exécutive motrice.
Alors ça, certes, on en est sûr, puisqu'il ne bouge pas. Mais la question, c'est comment ça marche? Est-ce qu'il va y avoir une restauration? Est-ce qu'il va y avoir une diaschisis? Est-ce qu'il va y avoir une vicariance? Et est-ce qu'il va pouvoir apprendre de nouvelles choses? C'est ça notre question, en fait. Donc, et bien là, il va falloir fixer des objectifs. Donc nous, on fixe des objectifs pour éviter qu'il se rétracte, pour qu'il puisse tenir assis, pour qu'il puisse se lever d'une chaise et tenir debout. Et bien sûr, il nous faut des évaluations au regard de nos objectifs. Et puis, on a des procédures dites low-tech, c'est-à-dire les mains du kiné, ou des procédures high-tech, c'est-à-dire instrumentées, robots, électrostimulation fonctionnelle, réalité virtuelle, enfin tout ce que vous voulez en numérique. Diapositive. Alors par exemple, pour ce patient qui veut marcher, on a quand même de bonnes nouvelles puisqu'on sait à peu près que 85% des personnes AVC déambulent à 6 mois. Sauf qu'il n'y en a que 6 à 7% en fait qui sont indépendantes pour marcher dans l'environnement communautaire. Ça veut dire aller faire les soldes, quoi. Hein? Faire les soldes, il faut marcher vite, quoi. Il ne faut pas marcher lentement, pas à 0,20 mètres secondes, quoi. Diapositive. Et puis, le problème qui est énorme chez la personne AVC hémiplégique, c'est que l'incidence des chutes est énorme, même bien rééduquée dans nos centres. Hein. C'est-à-dire les patients qui sortent sont à très gros risque de chute pour certains. Et vous voyez qu'il y a une multiplication par 10 de la fracture de hanche et la multiplication par 4 du nombre de chutes par rapport à son âge et son sexe. Diapositive. Alors vous avez deux types d'assistance en fait de robots, j'allais dire. Vous avez les types robots d'assistance. En fait, c'est un robot d'agrément. Alors vous avez Lego qui a un projet, vous voyez, qui est en train de faire des petits robots Lego que vous pouvez construire chez vous pour vous apporter le journal. Et vous avez le robot pour promener le cocker. Alors ça, c'est utile pour diminuer la dépression, améliorer la qualité de vie. Il y a eu des études, notamment chez les personnes âgées et notamment chez la population vieillissante, vous savez, des Japonais, hein, qui développent beaucoup de robots. Vous avez même des robots de transfert hein, qui vous mettent du lit au fauteuil. Donc c'est des robots d'agrément et en fait, vous avez un effet plutôt social, qualité de vie et morale, quoi. Diapositive. Alors moi, je vais vous parler plutôt de robots thérapeutiques. Bon, les robots thérapeutiques, en fait... vous avez plusieurs types de robots. Vous voyez ici, vous avez des robots plutôt exosquelettiques, c'est-à-dire qu'on vous met une orthèse motorisée sur les membres inférieurs, puis avec du biofeedback visuel, hein, puisque je vous ai dit que le biofeedback était important pour l'apprentissage. Ou vous avez des robots où vous êtes emmené sur le membre supérieur, voire sur le membre inférieur par un effecteur distal, c'est-à-dire des robots à effecteurs distaux. Diapositive. Mais vous avez aussi, c'est des robots stationnaires, mais vous avez aussi des robots embarqués, c'est-à-dire vous les mettez et puis vous faites marcher les gens. Des robots embarqués, enfin, des orthèses embarquées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Sur la machine, il y a une interaction hein, physique et cognitive. Alors, si on part de mon principe, de mes concepts initiaux, en fait, ce qui est le plus important finalement et qui est le moins étudié, parce que quand on met quelqu'un sur le robot, on dit il va marcher. En fait, je pense que probablement c'est remettre en route plus rapidement les réseaux qu'on n'aurait pas fait, parce que si on n'avait pas eu le robot, on ne le faisait pas avec un kiné tout seul. Et puis, si on regarde que l'exécution, finalement, ça, on est tous d'accord, on les met en exécution plus rapidement et on les assiste plus rapidement. Mais vous avez d'autres effets de perception, d'intégration. C'est ça le plus important, je pense, et je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Diapositive. Bon, là, c'est toute la liste des robots existants sur le commerce. Hein. Vous avez vu, il n'y en a pas qu'un. Moi, je vous en montre 2 ou 3. Mais nous, on a l'Arméo, en fait. C'est un exosquelette. Le problème de l'Arméo, pour le membre sup, il faut avoir une commande d'épaule. Sinon, on ne peut pas l'utiliser. Hein. Diapositive. Et pour le membre 1, vous voyez, vous en avez plein d'autres. Nous, on a le Géosystème, le Réa Technologies, donc qui est... un robot à effecteur distal, c'est-à-dire vous êtes entraîné par les pieds. D'accord? Diapositive. Alors juste pour vous redire, en fait, est-ce qu'il faut faire de l'apprentissage explicite ou implicite? Alors cette manip est assez intéressante. Vous voyez qu'il y a une suspension du poids du corps. En fait, tous les robots ont à peu près une suspension du poids du corps. C'est lié en fait à remettre en route des circuits de motricité de façon automatique. On l'a prouvé chez le chat qui est spinalisé. Quand on le met en suspension, ça améliore la cadence du pas, ça améliore le fait de reprendre une marche automatique. En fait.
Donc déjà, il y a la suspension. Et puis là, la question, en fait, chez ce patient, c'était de dire, bah voilà, si je fais une rééducation d'équilibration chez un patient hémiplégique par rapport à des gens qui n'ont rien, des contrôles, quoi, hein, des contrôles, il y a deux solutions. Soit je le fais en explicite, soit je le fais en implicite. Alors l'implicite, ça veut dire je fais une rééducation sans erreur. Ça veut dire que je demande au patient de tenir la planche 60 secondes à l'équilibre, hein, comme ça. Et en fait, cette planche, elle va être aidée par un moteur hein, dans l'axe qui fait que le patient va être aidé pour s'équilibrer au début. Dans les phases d'acquisition, au début, on ne va pas le laisser se déséquilibrer. Hein. On l'aide avec un espèce de petit moteur quoi, dans l'axe. Ça, c'est implicite. Explicite, on dit, faut vous équilibrer 60 secondes, mais on ne fait rien. Démerdez sich. Vous corrigez vos erreurs. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas du tout les mêmes consignes. C'est le même exercice, pas du tout les mêmes consignes. Et donc, après, chaque patient, on les tire au sort, et puis pendant 24 fois, on les fait travailler cette tâche. Et puis après, on les reteste, là, et puis on regarde à une semaine des 24 fois où ils sont entraînés, hein, pour regarder ce qui se passe. Donc, je ne sais plus, là, les petits carrés, les machins, les strokes, je ne vois plus, là, donc, bref, c'est pas grave. Mais globalement, tous les patients vont arriver à peu près à la même performance, quel que soit le groupe. Hein, si vous regardez, là, c'est ceux qui ont été assistés au début. Hein, ça, c'est de l'apprentissage implicite et tout ça. Donc, diapositive. Alors, ce qui va changer, en fait, c'est que derrière, on a fait la même tâche en essayant de saturer le cerveau par d'autres tâches. C'est-à-dire ce qu'on appelle la double tâche. Donc, on dit au patient de faire son équipe de 60 secondes. Mais on lui dit aussi, vous allez compter à l'envers. Ou vous allez tenir une bouilloire en même temps. Double tâche motrice ou double tâche cognitive plus équilibre, en fait. Motrice plus cognitive. Donc, en fait, on se rend compte que l'apprentissage implicite, comme on ne l'a pas saturé en fait en double tâche, mais c'est la vraie vie de travailler en double tâche, hein, il va plus supporter en fait la double tâche quand on l'a travaillé en implicite et qu'on l'a assisté au début que celui qui n'a pas eu d'assistance en fait. Voilà ce qu'on prouve en fait sur cette manip, vous voyez. Ça c'est voilà. Donc ça c'est premier point. Est-ce qu'on fait de l'implicite, de l'explicite? Et en fait, je pense qu'il faut tester chez chaque patient. Parce qu'actuellement, même si on a l'intelligence artificielle, les connectomes, la big data, pour l'instant, on ne sait pas si telle lésion va faire plus d'implicite, telle lésion va faire plus d'explicite, tout ça. Et donc, c'est en test en grandeur réelle, en rééducation, où on va chercher nos techniques et en tout cas nos consignes qui sont plus efficientes chez tel patient. La deuxième chose, c'est que je vous ai dit, le robot, en fait, un patient qui a une grosse lésion, notamment une lésion gauche, vous savez qu'il n'a pas qu'un problème moteur, il a un problème de perception, ce qu'on appelle la négligence. La négligence, c'est un problème de calcul de l'espace par le patient, puisque en fait, vous avez des réseaux neuronaux qui font votre GPS. En fait, vous avez un GPS dans la tête, dans votre cartographie corticale. Et votre cerveau, il est capable de dire si c'est votre corps, si c'est votre espace péripersonnel ou si c'est votre espace extrapersonnel. Et il est capable de calculer où est votre espace. Et il a plein de réseaux qui font ça de façon très précise. Donc, diapositive. Donc, il est capable de vous dire où est le droit devant, le droit derrière, le côté, etc. Quand vous êtes avec une atteinte hémisphérique droite, vous avez une négligence. Ça veut dire qu'en fait, si vous demandez au patient de regarder droit devant, diapo, il va systématiquement vous montrer le côté droit. C'est-à-dire qu'il a un biais de GPS. Ce patient, il a un biais de GPS. Et donc, il va falloir le rééduquer sur ce biais de GPS. Le fait de lever ce patient sur un robot très rapidement, ça vous le remet déjà dans un axe graviceptif. Et donc, c'est mieux de le mettre sur le robot que de le laisser dans son lit toute sa journée. Et si vous examinez ce patient qui a une grosse négligence dans son lit, vous verrez qu'il sera aussi de travers dans le lit. Il ne sera jamais droit. Parce que pour lui, le droit, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Diapositive. Si vous faites marcher ce même patient, puisque par chance, ses capacités exécutives, elles sont préservées. Mais il a quand même une certaine forme de négligence.
Donc il a un biais sensori-moteur vers la droite. Vous le faites marcher, il va systématiquement biaiser sa direction vers la droite. Donc c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est d'autres expérimentations. Diapositive. Et d'autres l'ont prouvé, vous voyez, en tournant vers la droite, vous avez les contrôles en haut, et puis les patients qui ne sont pas normaux en bas, qui marchent lentement ou qui marchent vite. Et en fait, vous voyez que ce n'est pas les mêmes courbes entre le contrôle et les patients normaux et les patients qui ont un stroke avec atteinte soit importante de la vitesse de marche, soit avec une vitesse assez conservée. Diapositive. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a comme type de robot de marche? Mais c'est pareil pour le MemSup, mais vous verrez, je vous donnerai après les résultats, parce que là, vous attendez les résultats, je vous vois. Donc, vous avez les exosquelettes et les effecteurs de Stahl. Hein. Vous voyez, là, c'est comme des attelles que vous metteriez avec des moteurs. Et puis, il y a un tapis roulant, parce qu'il faut bien qu'il puisse avancer, quoi, un pied devant l'autre. Hein. Et là, il n'y a pas de tapis roulant, c'est des pédales. En fait, c'est comme des sortes de pédales, mais qui vont vous mettre exactement la même cinétique, en fait, du pied, du genou, de la hanche qu'une marche normale, en fait. Hein? Alors, bien sûr, ça se fait en passif, c'est-à-dire la machine fait tout à votre place, si vous n'avez aucune commande, mais elle peut juste faire une assistance. C'est-à-dire, si vous avez une commande ou une motricité, vous pouvez être en actif aidé, voire en actif total. Hein? Donc, diapositive. Qu'est-ce que disait Stroke Rehabilitation Lancet 2011? Il disait, c'est bien le robot, niveau A ou B dans les études, B, vous voyez, parce que ça fait en fait de la rééducation à haute intensité. C'est-à-dire, si vous regardez kiné traditionnel, ça va être 300 pas. Si vous faites robot, ça va être 1500 pas. C'est plus facile de faire de la rééducation à quelqu'un qui a peu de commandes avec un robot que sans. Alors, bon, diapositive. Ah oui, on ne voit pas le... Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, il y a eu des méta-analyses. Hein, et les méta-analyses ont conforté mon choix, puisque avant d'acheter le robot, j'ai quand même étudié l'affaire, parce que bon, vous avez quand même du business derrière. C'est un coût pour les ARS qui sont là. Et du coup, en fait, ce que nous disent les études pour l'instant, c'est que le hand effecteur est beaucoup mieux que l'exosquelette, même si l'exosquelettique va vous dire qu'ils ont un effet, mais le hand effecteur, probablement parce que le hand effecteur laisse beaucoup plus de guidance au kiné que des orthèses motorisées sur toutes les articulations. Hein. Et vous avez en gros 2 fois plus de chances chez des patients qui n'ont aucune commande du tronc, aucune commande du membre inférieur, mais qui tiennent assis 30 secondes, voire 1 minute. Hein. On les met sur le robot. Vous avez 2 fois plus de chances à récupérer une marche autonome que ceux où vous ne feriez pas le robot. Alors c'est robot plus thérapie conventionnelle. Ce n'est pas que robot. Il faut faire la kiné habituelle. Si vous regardez les résultats chez les AVC chroniques, ça ne marche pas. Ça marche surtout sur les AVC récents et subaigus. Hein. Donc si on regarde en fait... alors il faut remettre diapo parce qu'il y a d'autres trucs par-dessus. Hein. Une autre... Ah, ça marche pas alors? Non. Faites voir. Hein. Non, mais c'est parce que le diapo marche pas. Dessus, il y a d'autres méta-analyses qui se mettaient. Alors, il y avait une autre méta-analyse qui reconfirme que l'hand effecteur est mieux que dans la phase subaiguë, est mieux que et chronique aussi un peu, que l'exosquelettique, avec en gros vous allez gagner 0,16 mètres secondes, et 0,16 mètres secondes en vitesse de marche, c'est ce qu'il faut obtenir pour dire que c'est pas lié à l'erreur en fait. Donc en vitesse de marche c'est 0,16 mètres secondes, et en distance de marche par contre c'est assez faible, c'est du 37 mètres, et en fait on est à la limite inférieure pour dire que c'est pas lié à l'erreur, mais c'est vraiment la limite inférieure. Donc 37 mètres en plus sur un test de 6 minutes, 0,16 mètres secondes. Bon, pour la capacité à remarcher de façon indépendante, l'échelle qu'on utilise c'est la FAC, mais on va passer, diapositive. Et elles sont mises après? Non, c'est pas possible ça.
Donc là, allez-y, la diapositive, voilà. Alors, la première méta-analyse, elle nous disait 0,11 mètres secondes, sauf qu'il y avait un indice d'hétérogénéité important, 73%, ça veut dire que les études, elles ne sont pas très comparables, en fait, hein. Donc, il faut faire attention. Et dans la dernière méta-analyse qui comparait les types de robots, hein, exosquelettiques ou effecteurs, hand-effecteurs, hein, EE, vous voyez, 0,16 mètres secondes, sauf que vous avez un intervalle de confiance quand même de 0,04 à 0,28. Ça veut dire qu'il y a des patients qui gagnent très très peu et puis des patients qui gagnent beaucoup. Voilà, donc ça c'est Cochrane et l'article de Merholz 2017-2018. Donc ça, c'est les MCID. Donc MCID, c'est la mesure que vous devez dépasser pour dire que ce n'est pas lié à l'erreur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Diapositive. Alors, et puis, il y a le robot du MAMSUP. Alors, le robot du MAMSUP en défecteur, qui est très connu, il y a 250 robots dans le monde, c'est le MIT, Massachusetts. Hein. Donc, ils ont développé un robot avec une poignée pour éduquer le MAMSUP. Il y a eu une grosse étude là qui vient de paraître cette année de 770 patients. Alors c'est des un peu aigus et chroniques mélangés. Et ils ont fait 3 groupes. Un groupe robot, un groupe rééducation haute intensité avec les ergos et les kinés, et un groupe conventionnel. Alors ça a été grosse déception. Ils n'ont pas atteint en fait les seuils qu'ils voulaient atteindre. Sauf qu'il y a quand même une amélioration sur le robot sur la déficience, mais pas sur l'activité de la vie quotidienne. C'est plus en fait la rééducation intense chez l'ergo et le kiné avec de la répétition de tâches qui a marché sur le transfert de la vie quotidienne. C'est pas étonnant, hein. En fait, je vous l'ai dit au tout début, les ingrédients de l'apprentissage moteur, elles se font par les tâches réalisées par le patient et qui contrôle lui-même plus que par un robot interposé. Et on peut imaginer qu'une marche automatique, une marche c'est plutôt automatique, donc le robot il va nous être assez utile. Pour le MAMSUP, c'est une autre affaire. Pour le MAMSUP, c'est une autre affaire, il y a probablement d'autres choses à voir, mais en tout cas, vous avez une amélioration. Diapositive. Donc en conclusion, le hand-effecteur, moi, me paraît le plus utile actuellement dans les phases initiales et d'atteinte. Et du reste, pour des patients où on était un peu ennuyé à l'époque de prendre dans nos unités parce qu'on n'avait pas les moyens kinés pour les faire travailler, là, avec un kiné et le robot, vous pouvez les faire travailler assez rapidement. Ce que je ne pouvais pas faire parce que je n'ai pas 3 kinés par patient, quoi. Vous voyez ? Donc, la robotique, elle est efficace pour le membre inférieur, hein, chez les patients subaigus, qui a peu de commandes. Il va y avoir une amélioration de la vitesse de marche en moyenne, je dis bien 0,16, de la distance 37 mètres de marche, mais vous avez vu qu'il y a très peu de patients qui marchent beaucoup, hein, c'est que 7 à 10%, et des augmentations des chances d'indépendance à la marche, FAC 3 minimum, voilà. Et des arguments positifs sur les déficiences, mais sans transfert dans la vie quotidienne, sur le MAMSUP pour l'instant de ce qu'on connaît. Voilà, je vous remercie.